Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, ce sont de nouveaux horizons qui nous attendent avec Franck Ferrand sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Je vous propose en effet un petit tour dans la neige en cet été. En troïka, sous des peaux d'ours jusqu'à des palais brillants de vieux candélabres sur les bords de la Neva. Bienvenue en Russie. À Saint-Pétersbourg. À l'époque, Saint-Pétersbourg s'appelait Pétrograd. Nous sommes un certain soir de décembre 1916. Je peux me tromper, mais je sens qu'il y a de l'assassinat dans l'air. De l'assassinat, Julia, dites plutôt du crime d'État, du meurtre historique, de ces crimes dont on constate avec le temps qu'ils ont fait s'écrouler tout un monde, toute une société. Nous allons revivre ensemble les dernières heures de Raspoutine, après quoi, nous reviendrons en compagnie de Vladimir Fedorovski sur le parcours très singulier de cet homme de Dieu en qui certains ont voulu voir l'Antéchrist. – 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Il y a quelques années, j'étais à Saint-Pétersbourg avec une équipe de télévision sur les traces de la famille Romanov. Et lors d'un tournage au palais Yusupov, on est donc sur les bords de ce merveilleux canal de la Moïka, j'ai pu interviewer la conservatrice des lieux. Je m'attendais à l'entendre me débiter tout un discours bien appris, vous savez, sur les circonstances de l'assassinat du gourou de la tsarine, le légendaire Raspoutine. En russe, cela veut dire le vaurien ou le débauché. Nous nous trouvions à l'endroit exact de l'assassinat, l'endroit où était tombé le corps de Raspoutine. Et j'ai vu là, contre toute attente, cette dame très sérieuse, même un petit peu solennelle. Je l'ai vue en venir aux larmes et prendre ardemment la défense de celui qu'elle considérait visiblement comme un saint homme. C'est cette réaction et cette ferveur, plus encore que la célèbre biographie d'Edvard Radzinsky, qui m'a incité à m'intéresser de plus près au dossier de celui qui en vérité s'appelait Grigori Efimovitch Novik. On a tant et tant dit de choses vraies et moins vraies sur Raspoutine. On a écrit tant de livres, on a tourné tant de films. À l'heure où je vous parle d'ailleurs, la réalisatrice Roselyne Bosch est en train de faire un film là-bas sur place avec Jean Reno. Et puis pour la télévision, pour France 2, un téléfilm est également en cours de tournage, un téléfilm de Jean-Pierre Guérin, cette fois avec Gérard Depardieu. Entre nous, le regard de Gérard Depardieu et celui de Raspoutine sont très proches l'un de l'autre. Je pense que ça devrait donner des choses assez extraordinaires. Alors, pour tenter de prendre la mesure du rôle historique de Raspoutine, je vous propose de nous inviter dans le Saint des Saints de la famille du tsar, au palais Alexandre du domaine impérial de Tsarskoye Selo, pas très loin de Saint-Pétersbourg. Disons que nous faisons un saut d'un siècle en arrière, si vous voulez, jusqu'au printemps 1911. Il faut se faire déjà à cette lumière de la Russie du Nord, lumière très particulière. On a toujours l'impression que le ciel est comme une sorte de plafond tendu de soie, comme ça. C'est curieux, les couleurs se font un peu pastel, comme aquarellées. Elles sont toujours plus tendres qu'ailleurs. Et la vie aussi a quelque chose de doux, d'un peu ouaté dans cette atmosphère pétersbourgeoise. L'empereur, le calme, le réservé Nicolas II a 42 ans. Le voilà qui pénètre en uniforme d'officier dans ses appartements privés du palais Alexandre. Il a l'habitude de signaler sa présence à sa femme par un petit sifflement. Il fait une sorte de petit sifflement d'oiseau. Et aussitôt, l'impératrice donne congé à ses dames et accourt vers son mari. Il y a énormément d'amour et de bonheur conjugal entre le tsar et la tsarine. Rarement dans l'histoire, on a vu un couple de souverains à ce point unis, véritablement unis. Ils ont eu 4 filles, vous savez, Olga, Tatiana, Maria et Anastasia. Leurs initiales forment cette espèce de nom indissociable, Otma. Et puis un petit garçon, le tsarevitch Alexis. Et c'est par Alexis que le malheur s'est insinué dans la famille, car le pauvre garçon a hérité de la branche maternelle une affection grave. Il est hémophile. Alors, il y a quelques années, ce petit garçon, Alécha, comme on l'appelle affectueusement en privé, il a fait un faux mouvement en jouant.
Il est tombé dans les bras de l'homme affecté à sa garde, le marin Derevenko. On a dû l'aliter et très vite, son état s'est mis à empirer. Ça a commencé par un hématome, puis l'hématome a grossi au genou, ça a pris bientôt un vilain aspect. Et là, on a vu les médecins de la cour commencer à faire grise mine. Vous savez, quand les médecins officiels font des mous désagréables, l'enfant visiblement souffrait de façon terrible. Ses parents se relaient à son chevet. Il faut imaginer l'anxiété, évidemment, des parents rendus presque insoutenables par la souffrance de l'enfant. Très lucide, le petit Alexis, c'est un personnage incroyable. Un jour, il fixe son père dans les yeux et lui dit « Papka, quand je serai mort, fais-moi enterrer là-bas, tu sais, dans le parc. » Vous imaginez les sanglots des parents. Et il y a là la grande-duchesse Anastasia Nikolaïevna, qui est la femme du grand-duc Nicolas Nikolaïevitch, et elle connaît, elle, ce fameux Grigori Efimovitch dont on parle tant, cet homme de Dieu, Boji-Tchelaviek, dont Saint-Pétersbourg s'est entiché. Il a dit à la grande-duchesse, dis à l'impératrice de ne plus pleurer, je guérirai son gosse et il aura les joues roses quand il sera soldat. Et elle le lui dit, ça, la grande-duchesse explique ça à l'impératrice. Alors Alexandra soupire. Elle souffre mentalement de voir son enfant souffrir dans sa chair et elle finit par céder. Fais venir ce Grigori. Et voilà donc le starets, comme on dit. Le starets, c'est un peu, si vous voulez, l'illuminé en quelque sorte. Vous savez, ces personnages un peu, ces fous de Dieu en quelque sorte, qui est introduit dans les stucs et les dorures de Tsarskoye Selo. C'est un moujik de Sibérie. Il faut imaginer que son espèce de grand cafetan noir un peu crasseux, dont le cou est complètement élimé, le col est taché de graisse. Et puis le bonhomme lui-même, avec sa tignasse hirsute, cette longue barbe, et puis ses yeux, ce regard infiniment doux que l'on dit insoutenable. Le célèbre ambassadeur de France à l'époque, à Saint-Pétersbourg, Maurice Paléologue, dont j'ai souvent eu l'occasion de vous parler ici, nous dit que, je le cite, Raspoutine avait un regard à la fois pénétrant et rassurant, naïf et malin, fixe et lointain. Le diplomate parle aussi, je le cite, du magnétisme incontestable qui s'échappait de ses pupilles. Ce regard effraie la nourrice, mais il n'effraie pas l'enfant qui est plutôt étonné. Et cette espèce de bonhomme hirsute lui dit « Ne crains, il est immense, Raspoutine. Ne crains rien, Alécha, lui dit-il, tout va bien maintenant. » Alors il passe la main comme ça sur le corps de l'enfant. « Tu vois, Alécha, dit-il, je suis en train de chasser tes vilaines souffrances. » Et il raconte toutes sortes de contes, ces contes de Sibérie, après tout, évidemment, avec ces iblines rusées, les chevaux qui parlent. Le petit gamin est complètement éberlué, il est fasciné. Et soudain, sans même s'en rendre compte, il allonge sa jambe. Tout le monde retient son souffle dans la chambre, et quand le mage se retire, l'enfant lui fait promettre de revenir. L'impératrice demande à son fils s'il souffre encore. « Mais non, maman, dit-il, plus du tout. » Alors la nourrice recouche l'enfant dans la pièce à côté. Il y a cette scène qu'on ne peut voir vraiment qu'en Russie. Une tsarine à genoux, le visage baigné de larmes et qui baise les mains de ce simple starets, de cet illuminé, de ce mendiant élu de Dieu. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et on vous plonge au cœur de l'histoire de Raspoutine cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand. Et la question qui se pose, Julia, la première question, c'est de savoir d'où il vient, ce Grigori Efimovitch. Eh bien, il vient d'un village sibérien nommé Pokrovskoye. Il y est né en 1872, ce qui veut dire que lui aussi, à l'époque, a environ une quarantaine d'années. Son père était voiturier, donc il s'est beaucoup occupé de chevaux. On dit qu'il volait un peu les chevaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il entretenait avec eux un rapport magique. Ce petit Grigor, lorsqu'il était enfant, a été profondément traumatisé par un accident. C'est souvent comme ça que naissent les très grandes vocations. Vous savez, il a vu son frère se noyer dans une rivière, il a plongé pour aller le sauver et il n'y est pas arrivé. Il a failli en mourir lui-même, il a contracté à la suite de ça une fièvre ardente et l'on peut dire qu'il est sorti de cette épreuve beaucoup plus fort. Il est devenu d'abord physiquement très robuste, endurant à l'alcool, très porté sur le sexe aussi, puisque c'était quasiment une obsession chez lui, jusqu'à accomplir des prouesses avec les filles faciles du village. Il faut dire qu'on est dans cette région sibérienne où les mœurs sont finalement très simples, très, très ouvertes. D'où probablement le surnom de Raspoutine, le coquin dont je vous parlais tout à l'heure. Adolescent, Raspoutine a une vision. Un cœur d'ange lumineux lui est apparu dans la campagne l'espace de quelques instants. Et ça l'a marqué à vie.
Il aura été fasciné depuis sa tendre enfance par l'exemple, par la vie de Jésus. Il se plonge dans les Écritures saintes alors qu'il a reçu une éducation vraiment élémentaire. Et il va devenir peu à peu un grand lecteur de la Bible, un grand exégète, autodidacte. Évidemment, personne ne lui a rien appris. Et voilà toute l'ambivalence de Raspoutine, entre les débauches d'un côté sans doute, et puis de l'autre côté une piété sublime. Il est d'ailleurs bien possible qu'il ait trouvé un moyen de concilier les deux, puisque certains affirment, on en reparlera tout à l'heure avec Vladimir Fedorovski, savoir ce qu'il faut penser de ça, mais on a dit qu'il avait été l'adepte d'une secte célèbre à l'époque, les Christi. Les Christi, ils avaient une drôle de façon, ils prônaient, vous savez, le péché charnel comme moyen d'accéder à la repentance, au pardon, et donc à une forme de purification religieuse. C'est assez étrange, évidemment. Et on dit que Raspoutine aurait goûté aux ivresses de ce qu'on appelait chez les Christi la mêlée du péché. Toujours est-il qu'il a passé de longs moments en retraite, en ascèse. Parfois, il reste 3 semaines entières reclus dans la cave chez ses parents, enfin chez son père, prostré, illuminé, génial finalement, recevant la visite de tous les esprits curieux des environs. Et quand il refait surface au grand jour, à chaque fois, le village est là pour accueillir ces oracles. On est dans cette Russie mystique en proie aux transes collectives à ce tournant du XXe siècle. C'est d'autant plus fort comme contraste qu'on est en plein dans ces années 1900 où, de l'autre côté, en Occident, et y compris dans la partie occidentale de la Russie, on est au contraire très tourné vers la stricte raison du progrès scientifique. C'est en 1904 que Raspoutine, qui donc a déjà fait pas mal parler de lui, arrive à Saint-Pétersbourg. Il entre à l'Académie de théologie, il est reçu par le père Théophane qui va se charger de le faire connaître un peu partout dans la capitale. Et c'est à ce moment-là, en 1905, à Znamenka, sur le domaine d'un oncle du tsar, le grand-duc Pierre, et de son épouse Militsa, que Raspoutine va faire connaissance du couple impérial. Il faut dire que Nicolas II et Alexandra, à cette époque, sont donc très préoccupés par la maladie du tsarevitch. Ils se sont déjà tournés vers un guérisseur, un Français, de l'Arbrel, près de Lyon, un personnage tout à fait fascinant du reste et qui mériterait une émission à lui tout seul. Il s'appelait Monsieur Philippe. Il y a eu aussi le docteur Ancos, qu'on appelait Papus. Monsieur Philippe est mort en 1905 et on peut dire que tout naturellement, Raspoutine va prendre la place de Monsieur Philippe. La maladie du tsarevitch va lui ouvrir les portes de la gloire, les portes de la fortune, les portes du pouvoir. Voilà une situation qu'aucun romancier n'aurait osé imaginer et qui pourtant s'est bel et bien produite dans la réalité. Voilà le très puissant tsar de toutes les Russies, sa femme, ses proches, qui tombent sous l'influence d'un simple paysan sibérien, pauvre, illuminé. La famille impériale s'en remet pour l'essentiel à un mage sulfureux dont elle va faire d'abord son confident et puis peu à peu son conseiller en attendant de le reconnaître quasiment comme son maître. En tout cas, ce sera le cas de l'impératrice Alexandra. Évidemment, vous l'avez compris, c'est la maladie du petit tsarevitch, de l'adorable Alecha, qui a rendu tout ça possible. Pendant un séjour en Pologne, le gamin se blesse au genou. Et depuis la Sibérie, où il est retourné à ce moment-là, où il est en train de séjourner, Raspoutine adresse à la tsarine un télégramme qui est resté célèbre. Voilà ce que dit le télégramme de Raspoutine. « Dieu a bien voulu voir tes larmes et entendre tes prières, Mamka, petite mère en quelque sorte. Ne sois plus triste, ton fils vivra. » Et de fait, incroyable mais vrai, le prince, une fois de plus, se rétablit miraculeusement. Une autre fois, au tout début de la Grande Guerre, Alexis va se cogner la tête contre une vitre. Il est dans le train spécial qui l'emmène avec son père. Il saigne du nez. Le tsarevitch est rapatrié. Je vous rappelle qu'il est hémophile. Saigner du nez, pour lui, c'est mortel. Raspoutine accourt à Tsarskoye Selo et il sauve de nouveau Alexis. Remerciez Dieu, dit-il à la tsarine, il m'accorde encore une fois la vie de votre fils. Alors, devant ces exemples qui s'ajoutent à des dizaines d'autres moins connus évidemment, il faut admettre que Raspoutine était ce qu'on appelle un guérisseur. Alors je sais bien qu'il y en a qui croient à ces dons inexpliqués, d'autres qui n'y croient pas. Ce qui est certain, c'est que, alors que ce soit magie ou suggestion, moi je ne vais pas entrer dans ce débat, mais toujours est-il que ce personnage était capable de guérir des malades réputés incurables. Son autorité naturelle était immense, son charisme indescriptible et son efficacité curative incontestable. On a beaucoup taxé Raspoutine de charlatanisme. Je crois que pour bien comprendre le personnage, il faut quand même admettre qu'il était doué d'un certain pouvoir. Sinon, on ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne comprend pas l'ascendant qu'il a fini par prendre sur la famille impériale.
À Saint-Pétersbourg, la haute aristocratie s'arrache littéralement l'homme de Dieu qui est devenu l'intime de la famille impériale. Vous imaginez, on l'appelle le tsar au-dessus des tsars, il est devenu le grand gourou de la bonne société. Ça ne l'empêche pas évidemment de passer toujours des nuits au cabaret. On le fait suivre, vous imaginez ce qu'est la police du tsar à l'époque, puis il y a tous les services secrets du monde entier qui s'intéressent à la question évidemment, qui suit ce personnage partout où il va. On parle de certaines exactions qu'il aurait commises, mais peu importe, il est un peu au-dessus du lot, si vous voulez. Raspoutine est au-dessus du commun des mortels. Il n'empêche, un certain nombre d'esprits lucides essaient de dénoncer ce qu'ils considèrent comme un abus permanent. Il faut bien comprendre que Raspoutine n'a pas que des amis. On fait courir sous le manteau des photos compromettantes dont on dit qu'elles auraient été prises par Anna Virubova, qui est une amie proche de la tsarine. En mars 1912, le président du Conseil en personne se croit autorisé à mettre le tsar en garde contre ce qu'il considère être l'influence néfaste du bonhomme. On pense à cette époque-là notamment, c'est l'Intelligence Service qui a mis ces liens-là en évidence, que Raspoutine serait en lien avec le banquier Rubinstein et par le réseau de ce banquier en lien avec l'Allemagne pour empêcher l'éclatement d'une prochaine guerre mondiale. Et c'est vrai qu'en 1914, l'influence de Raspoutine est devenue si grande que le mage paraît en mesure d'infléchir le cours de la guerre. Vous savez qu'à ce moment-là, ça c'est une chose assez incroyable, c'est une brave paysanne, elle s'appelle Gousseva, qui va blesser Raspoutine, elle veut se venger du sort de jalousie un peu sordide, elle blesse Raspoutine d'un coup de poignard. Et il va aller se soigner chez lui, et donc il est écarté en quelque sorte au moment même de la crise internationale de l'été 14, la crise créée par l'attentat de Sarajevo. Et on peut se dire, et si Raspoutine avait été là, est-ce que la guerre elle-même aurait eu lieu ? Toujours est-il qu'assez vite, en septembre 1915, le tsar va prendre lui-même le commandement suprême de ses troupes. Il va donc s'éloigner de Saint-Pétersbourg et laisser la tsarine un peu livrée à elle-même. Elle est la régente, elle gère, elle dirige cet immense empire. Il faut qu'elle se débrouille avec des ministres qui ne sont pas toujours très dociles et elle écoute de façon comme parole d'évangile les conseils de Raspoutine. La tsarine est sous influence, le tsar n'est plus là et évidemment dans un certain nombre de milieux éclairés autour de Nicolas II, on commence à se dire que ça commence à bien faire, qu'il faudrait débarrasser, dit-on, la Russie de ce personnage, et c'est le moment où l'on commence à parler sérieusement de l'assassiner. Europe 1, au cœur de l'histoire. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Vous venez d'écouter Chanson à boire sur Europe 1 tiré de l'opéra Boris Godunov, Franck Ferrand. Ah oui, Boris Godunov, dans mon cas on peut parler d'une passion de jeunesse, le chef-d'œuvre de Moussorgsky. On aimerait entendre cette chanson de Varlam jusqu'au bout, mais voilà. Le temps nous presse. Le temps nous presse puisque nous sommes déjà arrivés en ce soir de l'automne 1916. Alors, il faut imaginer une situation désastreuse pour la Russie en guerre, évidemment. Et le président de la Douma, le vieux Rodzienko, lance dans son salon « Mais que peut-on faire quand tout le gouvernement et toutes les personnes de l'entourage de Sa Majesté, il parle de l'impératrice, sont des créatures de ce Raspoutine. La seule chance de salut, dit-il, serait de tuer ce misérable. Mais il ne se trouve pas un homme en Russie qui ait le courage de le faire. Ah, si seulement j'étais pas si vieux, je m'en chargerais moi-même. » Eh bien, parmi les témoins qui entendent le président de la Douma, donc du Parlement, si vous voulez, réagir ainsi, se trouve le jeune, le riche, le beau prince Yusupov, très raffiné, très éclairé, qui collectionne les bonnes fortunes des deux sexes et qui culpabilise non seulement de la vie assez dissolue qu'il mène, mais surtout, en tant que fils unique, de n'avoir pas été mobilisé. Voilà le portrait que notre ambassadeur brosse de cette âme du complot. Le prince Félix Yusupov, nous dit Maurice Paléologue, est doué d'une intelligence vive et de goûts esthétiques, mais son dilettantisme se plaît un peu trop aux fantaisies perverses, aux images littéraires du vice et de la mort. Ses instincts, son visage, ses allures le font ressembler beaucoup plus au héros de Dorian Gray qu'à Brutus ou Lorenzaccio. La version officielle de l'assassinat
nous est livré par les mémoires du prince Yusupov, qui, vous savez, est venu ensuite en exil en France et a écrit, a raconté tout ça. Et le beau Félix s'est fait lui-même l'âme du complot improvisé. Il explique que tout ça s'est fait assez vite et qu'il fallait débarrasser la Russie. Il aurait été un peu à l'origine des choses. Ça, c'est la version officielle. Depuis, bien des précisions nous ont été apportées, et notamment, dans les années 70, Alain Decaux, je cite beaucoup Alain Decaux, oui. Ça me fait plaisir, je suis ravi à chaque fois que je peux, évidemment, je le fais très volontiers. Alain Decaux a recueilli les stupéfiantes confidences d'un des participants au complot contre Raspoutine, le docteur Lazovert. Ce bonhomme est celui qui a fourni le poison. Or, selon lui, Sir Samuel Orr, qui était le chef de l'intelligence service en Russie, aurait joué un rôle majeur dans l'assassinat de Raspoutine. Par un de ses agents, qui était d'ailleurs un agent féminin, il aurait approché de hautes personnalités proches du pouvoir, à commencer par le grand-duc Dimitri Pavlovitch, qui lui aussi était d'ailleurs jeune et très beau, et du reste un ancien amant de Yusupov. Et c'est Dimitri qui serait en réalité à l'origine du complot. Radzinski nous dit même dans un ouvrage qui est paru il y a une dizaine d'années que c'est Dimitri lui-même qui aurait tué finalement, qui aurait tiré sur Raspoutine, contrairement à la version de Yusupov. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, on va voir avec Vladimir Fedorovski ce qu'il pense de tout ça, évidemment. C'est une histoire à énigme, la mort de Raspoutine. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait un arrière-plan politique à cette histoire et qu'on était en train de suspecter Raspoutine de vouloir signer une paix séparée avec l'Allemagne. Et ce qui est certain, c'est que c'est bien évidemment au palais Yusupov, chez Félix donc, qu'a eu lieu l'assassinat. Alors on a beaucoup montré ça au cinéma, vous savez, on voit le médecin qui met du cyanure de potassium dans les petits gâteaux. Alors on va chercher Raspoutine chez lui. C'est d'ailleurs le prince Dimitri lui-même qui va le chercher avec un pseudo-chauffeur qui en fait est le docteur Lazovert. Et quand Raspoutine arrive, c'est Félix qui le reçoit au sous-sol de sa maison, comme si c'était une salle à manger, qu'on avait eu le temps de souper, que les invités s'étaient égaillés, étaient montés vers les étages supérieurs, d'où l'on entend d'ailleurs venir de la musique assez joyeuse. Et il y a une longue conversation entre Raspoutine et Yusupov. Yusupov lui propose des gâteaux et on voit Raspoutine qui avale les gâteaux les uns après les autres, 1, 2, 3, 6 gâteaux, il a l'air toujours en pleine forme. De temps en temps, il se frotte un peu comme ça la gorge, mais c'est tout. On lui fait boire un peu de madère pour le faire passer tout ça. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Ça dure 2 heures, l'empoisonnement de Raspoutine. Et à la fin, le pauvre Yusupov, si je puis m'exprimer ainsi, va finir par craquer. Il tire, dit-il, sur Raspoutine. Est-ce que c'est lui qui a tiré sur le starets? Ça, c'est une autre question. Alors, on va faire comme si Raspoutine sortait de la maison. En fait, c'est un des membres, il s'appelle Soukotine, un des membres du complot qui se déguise en Raspoutine, et puis le docteur se déguise en chauffeur, on fait semblant de ramener Raspoutine chez lui, et puis on vient avec une autre voiture chercher le corps, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait il bouge encore, il va falloir, il se sauve ce mort vivant, on est obligé de lui retirer dessus, on va le ficeler, le ligoter, faire un trou dans la glace, le jeter dans la Neva, eh bien tenez-vous bien, alors qu'il est ligoté, quand on retrouvera le corps, il a un bras qui a eu le temps quand même de sortir des liens, et on s'est rendu compte que ses poumons étaient pleins d'eau, ce qui veut dire, incroyable mais vrai, que Raspoutine n'est pas mort assassiné, n'est pas mort par le poison, ni par les balles, il est mort purement et simplement noyé. – 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et au cœur de l'histoire revient cet après-midi sur Europe 1 sur le parcours très singulier de Raspoutine. Et pour en parler, Franck, vous recevez l'écrivain d'origine russe le plus édité en France et aussi ancien diplomate russe, Vladimir Fedorovski. Mais oui, faut-il présenter Vladimir Fedorovski, patron de la collection Le Roman 2 au Rocher, issu, comme vous l'avez dit, de la diplomatie soviétique, tour à tour interprète de Léonid Brejnev, attaché culturel à Paris, chargé par Mikhail Gorbatchev de faire connaître la perestroïka aux Français, et bien sûr résident
résistant historique au putsch de 1991. Vladimir Fedorovski est non seulement l'un des meilleurs connaisseurs de l'histoire russe, mais parce qu'il a pu avoir accès notamment à certains fonds d'archives du Kremlin, évidemment, il est un des mieux renseignés. Merci beaucoup Vladimir d'être des nôtres. Quel plaisir d'être avec vous autour de Raspoutine avec mon accent. Voilà, vous allez nous donner la couleur locale. On m'a demandé dans le casque si je voulais un peu de musique pour cette deuxième partie. J'ai dit non et je précise non puisque nous avons la musique de l'accent et de la langue de Vladimir Fedorovski. Alors, mystère, amour et évasion avec évidemment. Raspoutine. Beaucoup d'amour. Alors parce que vous avez oublié de dire. Eh ben voilà, mais c'est pas que j'ai oublié, c'est que je voulais vous grand coup du XXe siècle, Raspoutine. Qui peut oublier? Vous savez, il a une morphologie tout à fait particulière. Mais une grande énigme, quand même, une sorte de grande énigme. Alors, on va venir tout à l'heure à tout ce que l'Okhrana, la police de l'époque, la police, on peut dire politique, a établi sur Raspoutine. On va venir à la question des services secrets, qui ont joué sans doute un rôle. On va venir aux arcanes du meurtre, etc. Mais avant ça, je voudrais qu'on revienne sur cette chose qui nous paraît toujours un siècle plus tard assez étonnant. C'est l'influence que cet homme si simple, cet homme du peuple, un peu... pas très présentable, comme je l'ai montré tout à l'heure, cette influence sur la famille souveraine la plus importante du monde à l'époque, c'est-à-dire le tsar et la tsarine de toutes les Russies. Comment expliquer que cet homme ait pu se faire une place aussi grande uniquement par la maladie du tsarévitch ? Bien sûr, la maladie, bien sûr, le pouvoir hypnotique, qui peut nier, par exemple, aussi une sorte de don de chaman. Il savait lire, il avait une double vision. Il y a des choses très dérangeantes. Tout le monde sait qu'il a prédit la fin de Romanov le jour du coup d'État bolchevique. Il a prédit que le tsar sera tué. Mais peu de gens savent parce qu'aujourd'hui, il y a cet accident. Vous savez, dans son journal, il y a les choses encore plus dérangeantes. Il donne à une date près, il décrit, c'est pas l'explosion atomique qu'il écrit, mais il donne à une date près l'explosion de Tchernobyl. Mais je vais vous dire, historiquement, sérieusement... Il y a un petit côté Nostradamus un peu chez le personnage. Bien sûr, Nostradamus, il y a ce côté pittoresque qu'il faut regarder, mais je vais vous dire, comme on vit maintenant la période très dangereuse, je pense qu'il faut poser les questions très simples. Raspoutine, il a eu raison sur beaucoup de choses. Tout d'abord, sur le plan humain. Il a soigné plein de gens, non seulement Tsarevitch, mais plein de gens autour de lui, et vraiment gratuitement, on dit, la fortune, il y avait, ses comptes ont été vides. Jamais il n'a pas pris un copec. Mais il a soigné les gens humainement. Il était positif. En vieux diplomate que j'étais, je peux vous dire que diplomatiquement, il était le seul à comprendre. Il a posé la question très grave. La Russie ne peut pas supporter le fardeau de la guerre. Par conséquent, il ne faut pas faire la guerre. Et politiquement, franchement, il a poussé à la première ligne l'adversaire, mais il a poussé à la première ligne aussi les ministres tout à fait convenables. Ce qui est un peu étonnant, et ce qu'il faut rappeler pour tous nos auditeurs, car tout le monde n'est pas au fait de ces histoires diplomatiques du début du XXe siècle, c'est que la Russie, l'autocratie russe, avait fini par s'allier avec la République française et faisait donc partie de cette triple alliance entre Londres, Paris et Saint-Pétersbourg. Et que la Première Guerre mondiale est née de ce système d'alliance, évidemment. Si l'Allemagne n'avait pas été alliée à l'Autriche et accessoirement à l'Italie, et si la Russie n'avait pas été alliée à la France et à l'Angleterre, il n'y aurait pas eu de Première Guerre mondiale. Donc, on peut comprendre qu'à Paris comme à Londres, on regarde avec beaucoup d'inquiétude l'influence de ce Raspoutine qui est contre la guerre et qui donc serait prêt plutôt à faire alliance avec les Allemands. C'est ça qui se passe. Bien sûr, bien sûr. Vous avez très bien mentionné le sujet qui est souvent occulté. Vous savez, cette période, c'est une période de la guerre d'espionnage. Pour vous dire, moi j'ai plongé vraiment dans les archives parce que je vais publier dans quelques mois un livre qui s'appelle Le roman de l'espionnage. Et là-dedans, il y a deux personnages tout à fait pointus. Les grands agents anglais devant l'éternel, ils suivent Raspoutine tout le temps. Tout le temps. En fait, c'est une bataille entre les services secrets. Les services secrets allemands, ils ont fait un coup extraordinaire en finançant Lénine. Vous connaissez l'affaire de wagon plan B, célèbre. Le wagon plan B, c'est l'arrivée de Lénine. L'arrivée de Lénine, et finalement, Lénine est financé pendant le 1917. Mais il faut dire que les Anglais, ils ont poussé
disons, les gens autour de Tsar d'éliminer Raspoutine. En fait, les gens lisent, ça c'est les archives, le côté vraiment occulte, les archives secrètes là-bas, mais il y a les choses tout à fait connues. Un des plus grands agents du XXe siècle, un certain Lockhart, il raconte ça. Lockhart, passionnant, Voilà, oui. Passionnant, il raconte ça. Il raconte d'ailleurs les scènes ahurissantes pour discréditer Raspoutine quand il dit « je fais de la tsarine ce qu'il veut », quand il sort, disons, son pénis pour montrer ses dimensions extraordinaires, il précise la taille 30 cm. Mais ça, c'est côté pittoresque, presque des informations des Anglais. Mais pas la taille, mais sur le sujet. Mais donc quand c'est même, l'être, en fait. C'est l'être. Cette légende d'un Raspoutine qui serait une sorte d'obsédé sexuel, même si on sait qu'il aime bien les petites femmes, ça c'est certain. Mais cette espèce de légende, toute cette espèce de soufre que l'on a répandue autour de Raspoutine, surtout à partir de 1912, vous dites que une partie de cette fumée-là vient des Anglais. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les Anglais sont très présents en Russie à l'époque. Une partie des Anglais, mais relisez Lockhart, vous avez lu, je sais que il le dit d'une manière tout à fait ouverte, il raconte des scènes ahurissantes, mais je voudrais atténuer les choses qui concernent, disons, ce côté sensuel de Raspoutine. Vous comprenez, vous avez mentionné aussi une sorte de clé, et ça c'est très important. Le phénomène de Raspoutine vient des tribus de la Russie profonde. Dans la Russie, il y avait une très grande tradition sectaire. Vous avez mentionné le nom, les flagellateurs, les khlistis, ce secte. Il faut dire que les khlistis, c'est pas quelque chose qui est tout à fait comme ça anodin. Vous savez que le tsar, le grand tsar Alexandre Ier, il était proche de ce secte. Beaucoup de tsars ont été mystiques. C'est une grande tradition. Et quand, j'ai failli dire Raspoutine dit, pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher. Pour se rapprocher, retenez cette phrase. Bien sûr, il reflète cette tradition sectaire, mais on va en parler tout à l'heure. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et on s'intéresse aujourd'hui à Raspoutine sur Europe 1. On en parle avec l'écrivain Vladimir Fedorovski, Franck. Vladimir Fedorovski qui a eu accès évidemment à des sources immédiates. Est-ce que ce dossier Raspoutine, donc la vie mais aussi la mort de Raspoutine, fait l'objet encore d'un débat en Russie de nos jours ? Bien sûr, parce que vous savez, la tradition veut qu'on voudrait présenter Raspoutine comme une sorte d'ange noir de l'Empire. C'est une contre-vérité terrible, comme beaucoup de contre-vérités historiques, parce que, je vous ai dit sur beaucoup de choses positives, mais c'est surtout, il n'a tué personne. Exactement. Tandis que ses adversaires... Il a même, dit-on, ressuscité des morts, en tout cas sauvé des gens. Ça, sauvé des gens, disons, soyons c'est ce qui est sûr qu'il a sauvé des gens, mais juste un chiffre. Les gens qui ont propagé ces contre-vérités contre Raspoutine, non seulement ils vont tuer cette famille de tsars, ils vont tuer les enfants. Toute sa famille, il faut comprendre qu'il faut savoir faire. Mais après, citons un chiffre d'un de mes amis qui était numéro 2 de Gorbatchev, un grand scientifique, il donne le chiffre terrible, 25 millions de morts. 25 millions de morts. Et parmi ces morts, il faut placer aussi Raspoutine. Raspoutine, sur cela, mais cela dit, cette période, ça reflète aussi quelque chose de terrible aussi pour l'actualité. La Russie, autrefois, était piégée par cette élite autour de Tsar, par ces querelles intestins, par les mensonges propagés dans les médias. Et tout ça, ça a donné cette ambiance très particulière quand il y avait 1 millier de personnes et ce petit barbu venu de Paris qui a venu toute sa vie à Paris avec l'aide des services secrets allemands qui est venu et qui a fait un coup d'État et plongé cette Russie. En l'occurrence, Lénine. Alors, Vladimir Fedorovski, nous aimons bien dans cette émission revenir sur un certain nombre d'énigmes et rouvrir les dossiers un peu complexes. En l'occurrence, il y avait un dossier que l'on appelle le dossier secret, ça permet de mettre un peu de soufre, sur le cas de la mort de Raspoutine, un dossier établi par la police à l'époque, qui a été racheté avec des fonds d'ailleurs qui ont été prêtés par Rostropovitch, racheté par un journaliste et historien russe qui s'appelle Edvard Radzinsky. Et Radzinsky, dans le livre, la grosse bio qu'il consacre à Raspoutine, nous dit qu'en fait c'est bien le grand-duc Dimitri qui aurait tué le tsariste. Mais ça, c'est pas tellement secret, encore une fois. Il y a, vous savez que le grand-duc Dimitri, il donnait plein d'interviews. Il n'était pas un personnage médiatique, mais il a reconnu dans 2 de ses interviews, je l'ai retrouvé,
c'est lui qui a porté le coup fatal. Parce qu'ils ont été 3 tirés, vraisemblablement, mais celui qui a invité Prince Yusupov, il a après porté le chapeau. Il a porté le chapeau en violant d'ailleurs leur entente. Parce qu'ils se sont entendus avec le grand-duc Dimitri, qu'on ne raconte pas la vraie histoire, que Yusupov, il porte le chapeau. D'ailleurs, si vous le regardez, vous savez, dans le livre que Yusupov, tout le monde connaît, il pique les pages entières de Dostoïevski, comparer ça, c'est très intéressant. Il invente. Vous êtes en train de dire qu'il y a du plagiat? Évidemment. Malheureusement, c'est ma maison d'édition, Le Rocher, qui l'a publié. Mais cela dit, c'est vraiment dans l'inspiration directe de Dostoïevski. Et finalement, le grand-duc Dimitri était blessé, mais il n'aimait pas revenir à cette histoire. Mais il y a 2 interviews. Et ça, c'est vrai, qu'ils sont retrouvés. Ici, il y a une autre raison pour laquelle il n'a pas porté cette responsabilité devant les médias, parce que c'est Romanov. Il aurait pu prétendre quand même au trône de la Russie, et Romanov ne peut pas tuer alors. Il fallait protéger un membre de la famille impériale. Membre de la famille, quelqu'un qui est proche. Pour le reste, vous avez raison de revenir au complot, parce que le complot, c'est assez intéressant. J'essaie de reconstituer ça aussi, parce que ce complot, évidemment, était né au cœur de l'entourage du tsar. Je pense que sa mère les détestait, évidemment, Raspoutine, la mère de Nicolas II. Il y en avait... Maria Fyodorovna. Bien sûr. Tous les membres de famille, pratiquement, ont été contre. Ils voulaient éliminer ça, et il ne faut pas se leurrer. Quand même, Yusupov, c'était aussi un parent du tsar, et c'est le parent du tsar qui a tué, et ils n'ont pas été punis du tout. Et là, ça a produit cette énigme. Est-ce que, pour quelle raison Raspoutine, il n'a pas réagi au poison? Ça, alors justement, là, il y a trois possibilités. On nous dit soit le médecin lui-même aurait été un traître, en quelque sorte. Il n'aurait pas mis le poison dans les gâteaux. Il a expliqué, Lazover, longuement, qu'au contraire, il avait lui-même pilé le cyanure et qu'il avait bien mis dans les gâteaux. On dit que peut-être que le cyanure qui avait été transmis à Yusupov n'était pas du vrai cyanure. Ou bien, il y aurait une réaction avec le glucose, et ce qui au départ est du cyanure deviendrait finalement un cyanhydrate de glucose, qui donc n'est pas dangereux, et que ce serait la raison pour laquelle, le poison ayant viré en quelque sorte, ce serait la raison pour laquelle Raspoutine n'aurait pas résisté au poison. Il y a aussi la possibilité qu'il ait été une force de la nature et qu'il ait réussi à survivre au cyanure. Les 2 dernières sont tout à fait, à mon sens, véridiques. Il ne faut pas nier que Raspoutine était une force de la nature. Il ne faut pas nier aussi qu'il a prédit qu'il va mourir très vite. Il a souvent pressenti la mort. Dans le cas de grand ministre, premier ministre qui a été tué, il a pressenti ça, et sa propre mort. Stolypine, en l'occurrence, il a pressenti. Et bref, il a pressenti, évidemment, sa mort. Ça reste quand même une chose très, très symbolique, cette sauvagerie autour de Raspoutine. Et je pense que maintenant, le temps est venu, et je pense qu'avec les films qui vont sortir en France, ce serait une très belle occasion que Raspoutine, sérieusement, soit réhabilité dans l'histoire de la Russie, parce que c'était pas du tout un personnage... Réhabilité comme une personnalité pacifique, bien inspirée? Personnalité pacifique, bien inspirée, mais un des symboles du caractère russe. Il ne faut pas ambivalent, avec ses contradictions, avec ses excès. Il ne faut pas aussi oublier que, quand même, tout ce qu'on racontait à propos de ces partous, ça ne correspond pas à la réalité. Évidemment, il a appliqué d'une manière tout à fait pointue. Il a eu plein d'admiration, et personne ne nie que c'était un grand. Mais quand même, il ne faut pas vulgariser. Moi, je dis, il ne faut pas qu'on présente les grands personnages russes, que ce soit Catherine II, qui était comme mangeuse d'hommes, on en parlera de ces jours. Ou par exemple Raspoutine comme mangeuse de femmes. Ça ne correspond pas à la réalité. D'ailleurs, tous les témoignages des femmes qu'il a fréquentées, qui racontent ses rapports avec eux et avec lui, quand même, il souligne ce mélange de spiritualité et cette inspiration que je voudrais bien que nos auditeurs quand même retient. Pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher. Et c'est ça, c'est toute cette mentalité des Christi notamment. Alors, ça a été un tabou, évidemment, Raspoutine, pendant
très longtemps en France. Vous savez, quand le prince et la princesse Yusupov sont venus s'installer en France, on raconte souvent cette anecdote de cette soirée qui a lieu très chic dans Paris, etc. Ils sont invités d'honneur, sont le prince et la princesse Yusupov, et tout le monde, et la maîtresse de maison, avant leur arrivée, réunit son petit monde et dit, s'il vous plaît, je compte sur vous. Aucune allusion à Raspoutine. Vous savez ce dont on accuse le prince Yusupov, il ne faut surtout pas parler de Raspoutine. Ce nom-là, je ne veux pas l'entendre de la soirée. Bon, très bien, très bien. Et arrive le prince et la princesse Yusupov, et la maîtresse de maison les annonce à ses invités, le prince et la princesse Raspoutine. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. On est sur Europe 1. Extrait de l'album Les poètes descendent dans la rue, sorti en 99, Raspoutine. Merveilleux Charles Trenet qui nous a quittés il y a 10 ans déjà. Exactement, ouais. Et vous voyez, j'aime beaucoup la toute dernière, les derniers vers. Raspoutine, maman, il y a Raspoutine qui te demande à la porte de la maison. C'était devenu une sorte un peu de grand méchant loup, d'épouvantail. Il faisait peur aux enfants, ce personnage. Alors que vous êtes en train de nous dire, Vladimir, et qu'on est en train de redécouvrir, et vous avez raison, espérons que les 2 films qui vont bientôt sortir permettent de réhabiliter la mémoire du personnage. Vous nous expliquez qu'en fait, c'était un homme pétri de bonté. Bien sûr, mais il a apporté un réconfort et surtout aussi diplomatiquement que politiquement, il a eu raison. Et c'est pour cette raison, je pense qu'il faut revenir à ce personnage. Nous avons au téléphone, je suis sûr que ça va vous faire plaisir, nous avons l'arrière-petite-fille de Raspoutine en personne, c'est Laurence Huot-Soloviev qui nous fait la grande amitié de nous parler. Bonjour Laurence Huot-Soloviev. Oui, bonjour Monsieur Ferrand. Bonjour Monsieur Fedorovski. Bonjour Laurence. Alors nous étions en train de dire, je ne sais pas si vous avez entendu le début de cette émission, qu'il était grand temps de réhabiliter l'image et la vie de votre aïeul, tout simplement. Et je sais que vous vous y employez, vous, de votre côté. En tous les cas, au moins de nuancer, parce que vraiment, nous entendons dire beaucoup de choses excessives. Donc là, il faudrait baisser un peu le ton. Alors, il y a quand même quelque chose là que j'ai entendu, oui. Ne serait-ce que hier déjà, qui n'exonère en rien donc les intempérants. Je vous rappelle, si vous ne savez déjà, qu'un des pères de l'église Saint-Jean-Gatien du IVe siècle a dit: la faiblesse de la chair n'empêche pas la pureté du cœur. Ah oui. Alors ça n'exonère en rien les intempérants, encore une fois, mais bon, c'était un aparté. Oui, mais en tout cas, nous avons bien vu avec Vladimir Fedorovski que cette inspiration-là était précisément celle qui avait porté Raspoutine. Il n'a rien inventé. Hein. Bon, et puis alors, tout de suite, vous dire, tout de suite et une fois pour toutes, tordre le cou à deux vieilles légendes. Hein. Alors, Raspoutine est bien le patronyme de Grigori Efimovitch. Alors, voilà, oui. Hein, qui est né en janvier 69, le fils de Yefim Yakovlevitch Raspoutine. Lequel n'avait jamais, lui prêté flanc à quelconque déformation de son nom pour cause de turpitude, fausse ou avérée. Savoir que le nom de Raspoutine dans ces contrées, hein, c'est Martin en France. Il y a des villages entiers de Raspoutine en Sibérie. Hein, Vladimir le sait bien aussi. Et d'ailleurs, Raspoutine, ça veut dire 2 choses, semble-t-il, en russe. Hein. Ça veut dire d'une part un peu le coquin, le débauché, mais ça veut dire aussi le croisement, le carrefour, c'est ça ? Oui, Raspoutier, oui. Bon, éventuellement. Non, c'est une déformation de Raspoutier qui a arrangé certaines personnes pour donner un surnom à cet homme-là. Exactement. Qui s'appelait, comme son père, Raspoutine. Voilà. Et alors la deuxième contre-vérité à laquelle vous vouliez tordre le cou. C'est que Grigori Efimovitch Raspoutine a été marié, n'est-ce pas, en bonne et due forme. Hein, il avait 18 ans, il en avait 21, qu'il y a eu 7 enfants dont 3 sont restés, dont ma grand-mère, et qu'il n'a jamais été moine, n'en déplaise aux amateurs de croustillants. Voilà, alors, ça je voulais justement, puisque vous mentionnez votre grand-mère, il faut que vous nous disiez quelques mots de ce personnage tout à fait extraordinaire qu'a été donc la fille de Raspoutine, votre grand-mère. Oui, tout à fait. Alors elle est née en Oural oriental, je dirais rurale profonde, à la fin du 19e siècle, lequel équivalait à l'époque, pour faire court, à notre Moyen-Âge à nous. Hein. Donc à la mort de son père, elle a 18 ans. Et
puis alors, elle entreprend cet incroyable périple, depuis Vladivostok en 1920, où donc ma mère est née. Elle est allée d'abord avec fille et mari Boris Nikolaïevitch Soloviev à Berlin, puis de là à Paris. À Paris, où elle a d'ailleurs, entre parenthèses, dansé aussi à l'Empire de l'avenue de Wagram. Oui, au théâtre de l'Empire, oui, tout à fait. Ouais, voilà. Et dedans, son cirque, puisqu'elle adorait les chevaux, car chez elle, en Oural, elle montait les chevaux accrus. Jusqu'au jour où le directeur du cirque Barnum, attiré par son nom, puisqu'elle était veuve à ce moment-là, elle est redevenue très courageusement, je dois dire, Maria Raspoutine, la met au défi d'entrer dans la cage au lion. Alors elle le fait, il l'emmène aux États-Unis, elle entreprend des tournées internationales et là nous sommes dans les années 30. Merci. C'est-à-dire que cette femme est passée en quelques décades de sa vie, d'un contexte tout à fait moyenâgeux à un monde moderne. Ultra moderne. Merci beaucoup Laurencio Soloviev. Je rappelle que vous êtes l'arrière-petite-fille de Raspoutine. C'était un beau témoignage. Merci de nous avoir appelés. Vladimir, je sais que vous préparez, puisqu'on a beaucoup parlé d'espions, d'espionnage, d'espionnite, vous êtes en plein dans la préparation d'un roman d'espionnage en ce moment. Je vais faire pour l'anniversaire de la chute du communisme toute la face cachée du XXe siècle. C'est un livre très important pour moi, je ne vous cache pas, ça va sortir dans quelques mois. On a commencé ça avec Graham Greene. Et avec lui, on a choisi 9 plus grands espions du XXe siècle qui ont changé le cours de l'histoire. Et vous allez entendre, bien sûr, les gens connus, comme 5 de Cambridge, Sorge, etc. Mais vous allez connaître la vraie top qu'on a placée au centre de la Russie au moment de la chute, et bien sûr les belles hirondelles qu'on a arrêtées aux États-Unis dernièrement, y compris, il y a des belles hirondelles autour de Raspoutine au début. Le roman d'espionnage en août. Vous viendrez nous en parler en roulant les airs. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski.